Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission 70 minutes cyber. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner au cœur de la cybersécurité où nous allons revenir avec tous nos invités venus de différents horizons, parler des sujets, des enjeux qui nous occupent à la fois technologiques, stratégiques et politiques. Cyber menace, identité numérique, technologie de rupture. Également, protection des mineurs, intelligence économique, autonomie digitale, décision sous pression, des sujets complexes, des enjeux cruciaux, une seule émission pour les décrypter. 6 séquences où nous reviendrons pour s'informer, pour comprendre, pour décrypter les sujets à la fois cyber et numérique avec 9 invités de choix. 70 minutes à passer ensemble. Place tout de suite à l'actualité. Au cœur de l'actualité Europe, l'Union européenne fait son bilan de la décennie numérique avec des avancées majeures mais aussi des freins persistants, une fragmentation des marchés, une complexité excessive de la réglementation, évidemment le problème des dépendances stratégiques ou encore des enjeux de sécurité, un renforcement des investissements publics et privés est appelé des vœux dans ce rapport, mais aussi un meilleur accès au capital risque pour les entreprises de l'Union qui permettrait de stimuler l'innovation mais aussi le passage à l'échelle, de quoi effectivement contenter les experts qui eux s'expriment et appellent ces sujets de leurs vœux depuis plusieurs décennies. Maintenant, les États membres vont examiner les recommandations de la Commission. Elle-même, en 2026, refera une évaluation des objectifs de ce programme politique pour la décennie numérique. L'Union européenne vient également d'établir sa stratégie numérique internationale avec des objectifs, là encore, très ambitieux. Développer des partenariats internationaux, déployer une offre de l'Union européenne pour les entreprises technologiques et renforcer la gouvernance numérique mondiale. La coopération avec les pays partenaires se concentrera sur plusieurs domaines prioritaires. Les technologies de rupture, évidemment l'intelligence artificielle, la 6G, les semi-conducteurs ou encore les technologies quantiques. La cybersécurité est considérée cette fois comme un investissement direct pour la sécurité même de l'Union européenne. Les identités numériques ou encore les plateformes en ligne qui devront continuer à promouvoir la protection des enfants en ligne, la liberté d'expression, la démocratie et la vie privée des citoyens. Rien que ça. Europe toujours, après un rapport, un bilan et une stratégie place aux investissements de projets notamment où l'Union européenne devrait investir près de 145 millions d'euros pour soutenir la cybersécurité des PME, des administrations publiques et des établissements de santé. 2 projets, le premier avec 30 millions d'euros pour le renforcement de la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Le deuxième appel avec un montant de près de 90 millions d'euros qui devrait soutenir le développement de l'intelligence artificielle générative dans les applications en cybersécurité, mais aussi les technologies de renforcement de la confidentialité et de la cryptographie post-quantique. 2 dates à retenir pour déposer vos candidatures, 7 octobre pour le premier projet, 12 novembre pour le second. En France, la sénatrice Catherine Morin-Desailly vient de déposer une proposition de résolution européenne sur la protection des mineurs. Elle demande l'instauration de solutions de vérification d'âge et de logiciels de contrôle parental obligatoires et intégrés à tous les appareils accédant à Internet et disponibles sur le marché européen. Elle appelle aussi à l'instauration d'une majorité numérique. En cela, elle soutient la mobilisation actuelle de la France aux côtés de l'Espagne, de l'Italie, du Danemark, de Chypre et de la Slovénie au Conseil de l'Union européenne. Le Césin s'engage, lui, à faire rimer cybersécurité avec durabilité. Une étude et un constat, les critères environnementaux sont encore très peu structurés dans les politiques de sécurité, malgré une prise de conscience en nette progression. De fait, le Césin agit et avec son partenaire Cyber for Tomorrow, ils vont donc lancer des actions très concrètes pour accompagner les RSSI et leur organisation dans l'adoption de pratiques plus durables.
The last but not least, la Cour des comptes publie elle aussi son rapport sur la réponse de l'État aux cybermenaces et les résultats appellent à un changement de paradigme, une réponse aux cyberattaques qui doit s'appuyer plus fortement sur les leviers diplomatiques et judiciaires, le pilotage interministériel de la cybersécurité qui est à consolider. L'ANSSI, caractérisé d'opérateur d'excellence, doit voir ses missions et ses moyens révisés et la construction d'un écosystème qui est à mieux structurer. Pour y parvenir, 12 recommandations sont émises, parmi lesquelles la création d'un observatoire national pour mieux anticiper les cybermenaces. Le directeur général de l'ANSSI, Vincent Strubel, a fait part du partage des constats du rapport. Il le dit, la route est clairement tracée, mais elle sera longue. Il n'y a plus qu'à. Un observatoire national pour anticiper les cybermenaces. Alors concrètement, où en est-on? Alors même que l'ENISA, donc l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, identifiée en septembre 2024 9 menaces principales. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'Europe? Je vous propose d'accueillir notre premier invité pour en savoir un peu plus. Jérôme Marilly me rejoint. Jérôme, merci d'être notre invité. Merci beaucoup, Bérénice. Aujourd'hui, alors on va parler des cybermenaces. On a évidemment envie d'en savoir un peu plus. Et donc à la mi-2025, où en est-on concrètement? Eh bien, nous publions cette année notre rapport d'analyse de la menace et nous recensons au nom du ministère de l'Intérieur, tous services confondus, quasiment plus de 348 000 atteintes numériques dans notre pays en 2024, soit une augmentation de 75% en 5 ans. Et parmi ce chiffre, il y a 17 000 atteintes à des systèmes de traitement automatisé de la donnée, ce qui est un chiffre considérable pour notre pays. Un chiffre clé, quels sont les points de vigilance principaux ? Alors les 2 points de vigilance qui sont les nôtres aujourd'hui en 2025, c'est toujours bien sûr la menace que font planer sur nos petites et moyennes entreprises et nos administrations les rançongiciels. Ils sont en baisse d'un peu de 10% au nombre d'attaques pour l'année 2024, mais on voit apparaître une seconde menace beaucoup plus importante, dont la presse fait beaucoup l'écho. Ce sont bien sûr les vols de données personnelles, des vols massifs avec des reventes aux enchères sur les réseaux du dark web, ce qui bien sûr provoque une double peine pour nos concitoyens qui sont victimes de ces vols de données personnelles et qui ensuite sont victimes d'escroqueries ou d'usurpation d'identité numérique puisque ces données sont réutilisées par les groupes criminels organisés qui les ont volées. L'actualité, de fait, vous donne malheureusement raison. Et donc, le ministère de l'Intérieur réagit, adopte une nouvelle stratégie pour répondre à ces défis. 4 piliers, 12 axes stratégiques et 84 actions structurantes. On ne pourra pas toutes les évoquer, non, mais au moins quelques-unes. Quelques-unes, oui. Le ministre de l'Intérieur a souhaité que le ComCyberRemi, le commandement dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur, développe et harmonise une stratégie unique qui soit celle du ministère de l'Intérieur pour contrer cette cybermenace qui plane sur notre pays. Et c'est vrai que nous avons développé et publié une revue de stratégie pour le ministère de l'Intérieur le mois dernier. Nous avons réuni l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur, l'ensemble des divisions administratives du ministère de l'Intérieur pour que chacun contribue à définir ces 84 actions structurantes que vous avez évoquées. Effectivement, ce serait trop long de les évoquer avec vous, mais on peut au moins en citer 3. La première, c'est bien sûr anticiper ces menaces, les définir, analyser la composition, la structuration des groupes de cyberhackers qui se développent à l'international. La deuxième action, qui est une action véritablement structurante, c'est bien sûr développer la coopération internationale en matière d'enquête. La plupart des enquêtes qui ont lieu et qui permettent d'obtenir des résultats sur le plan européen ont lieu dans le cadre d'Europol et d'Eurojust et nécessitent une parfaite coordination avec nos partenaires judiciaires, mais bien sûr policiers, étrangers, européens et étrangers, bien sûr américains. Et la troisième action? Et la dernière action, la troisième et dernière action, c'est bien sûr la formation d'enquêteurs de haut niveau. Nous avons la chance de disposer du Centre national de formation cyber qui est situé à Lille et nous formons dans le cadre de ce centre qui est rattaché au ComCyberRemi des policiers, des gendarmes, mais aussi des magistrats, des douaniers et nous les formons à la lutte contre la cybercriminalité de haut niveau, que ce soit bien sûr s'agissant du blanchiment par l'utilisation de cryptoactifs qui est devenu une véritable préoccupation, blanchiment de tout type d'infraction, mais également la lutte contre les différents cyberattaques avec l'identification des ransomware ou des malwares. Et puis enfin, et bien sûr, nous formons énormément pour les services opérationnels des enquêteurs sous pseudonyme qui, eux, sont plus orientés vers un autre fléau qui est la lutte contre la pédopornographie. Jérôme Marilly, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup.
Passez une belle journée. On reprend avec un autre sujet que l'on a évoqué dans la stratégie numérique européenne, les identités numériques. Alors évidemment, on parle d'identité numérique citoyenne. Il y a également les identités numériques des entreprises. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir Candice Doche qui me rejoint sur ce plateau. Vous êtes donc une experte de l'identité numérique. On a envie de comprendre un petit peu avec vous au niveau européen de ce qu'il se passe et surtout les impacts de cette identité numérique pour les entreprises, de quoi il s'agit et quelles sont les échéances majeures. Merci Mélanie et merci pour l'invitation. Alors en effet, la réglementation européenne prévoit une réglementation pour les identités numériques. Alors d'abord des personnes physiques, c'est ce qu'on a vu déjà avec EDAS V1, qui est la première réglementation sur l'identification numérique. Donc aujourd'hui en France, on va trouver l'identité numérique La Poste ou France Identité qui se développe au travers de France Connect Plus. Et on voit cette nouvelle réglementation européenne qui évolue pour prendre en compte davantage d'informations qui a trait à la fois aux personnes, mais aussi à la capacité à représenter les entreprises. Donc c'est ce qu'on va appeler l'identité professionnelle en règle générale. Et donc on a ce portefeuille d'identité qui va à la fois me permettre moi de dire que je suis Candice Doche, mais aussi de représenter mon entreprise et de signer par ce portefeuille d'identité. Donc ça va être vraiment une révolution majeure pour les entreprises puisque ça va simplifier l'ensemble des démarches, puisqu'on va pouvoir à la fois s'identifier, s'authentifier, mais aussi signer, faire un certain nombre de démarches avec un outil numérique qui sécurise l'ensemble de ces démarches. Est-ce qu'on a une idée de l'échéance aujourd'hui à laquelle les entreprises vont devoir se mettre en conformité, adopter l'identité numérique professionnelle? Est-ce qu'il va y avoir un modèle hybride? Alors oui, les premiers modèles vont arriver d'ici fin 2026. Les industriels y travaillent aujourd'hui à la fois avec les institutionnels européens et puis dans le cadre de consortiums, puisqu'il y a un certain nombre d'appels à projets qui ont eu lieu, qui ont permis d'expérimenter. Ce que l'idée, c'est pas de faire une réglementation top-down, mais vraiment de travailler notamment sur l'interopérabilité. Nos entreprises sont aujourd'hui internationales, européennes, et l'idée, c'est qu'un dispositif français fonctionne avec un dispositif allemand et néerlandais. Donc il y a tout ce travail qui est en train d'être réalisé au travers de ces expérimentations et les premières expérimentations réelles, j'ai envie de dire, qui vont vraiment commencer à généraliser, c'est à partir de fin 2026 et on pense qu'on va avoir 4-5 ans pour que ça se généralise complètement à l'ensemble des entreprises. Vous l'avez évoqué, il y a cette idée de faciliter la vie des entreprises. Il y a aussi cette volonté de faire face à ces enjeux de cybercriminalité, ces cybermenaces et notamment la fraude qui est aujourd'hui un véritable fléau pour les entreprises. En quoi ce portefeuille numérique d'identité européenne, finalement, peut être un contributeur à cette sécurité? On va associer à l'ensemble des démarches administratives qu'on fait dans une entreprise, signer, faire un virement, une identité ou un droit à représenter cette entreprise. Donc, par exemple, la fraude au résident, qui est une des arnaques les plus courues et puis vraiment qui est un vrai fléau en cybercriminalité, va être considérablement allégé grâce à ce portefeuille d'identité, puisqu'on va avoir vraiment le lien avec le détenteur du droit à signer ou à faire un virement pour une entreprise. Dernière actualité et pas des moindres, 2027, c'est le passeport numérique des produits. De quoi s'agit-il? Et là, encore une fois, quels impacts pour les entreprises? Alors, c'est en discussion pour l'instant au niveau de l'Union européenne. Et l'idée, c'est de faire une traçabilité de l'ensemble des marchandises et des produits au niveau de l'Union européenne pour pouvoir en voir la conformité de bout en bout de chaîne. Donc, on est en train de regarder un petit peu comment ça va se passer. Ça a fait beaucoup de débats selon les experts sur ce passeport numérique des objets. Et donc, un sujet que l'on sera amené à suivre prochainement. Toujours à vos côtés, Candice, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. À présent, la Minute Tech, et je vous propose aujourd'hui de parler du quantique. Alors, si nous ne savons pas quand le Q-Day arrivera, il est clair que nous assistons à un véritable tournant. Vous l'avez certainement vu, les dernières annonces du ministre Lecornu, ministre des Armées, montrent une stratégie nationale très forte. Des institutions comme la Banque de France ont déjà initié des expérimentations au niveau européen et international, des grands noms de l'industrie également. Côté Europe, un Quantum Act pourrait survenir d'ici à la fin de l'année et évidemment le G7 de juin 2026 pourrait accélérer plus encore les choses. Les financiers, eux aussi, l'ont bien compris sur ces 2 dernières années. 3,5 milliards de dollars ont été investis dans le développement du quantique à travers le monde. Les entreprises, quant à elles,
comprennent évidemment que l'informatique quantique représente une menace, évidemment, pour la cryptographie traditionnelle, à près de 73%, mais 61% d'entre elles n'ont toujours pas défini de stratégie pour le monde post-quantique. Quant à l'ANSSI, dont on parlait tout à l'heure, elle préconise une démarche hybride dès à présent. Le tournant du quantique, c'est maintenant. Mais alors, qu'en est-il concrètement? Comment s'y préparer? Que nous faut-il mettre en place? Je vous propose de décrypter cette information avec notre invité. Il est déjà là, il nous attend. Ludovic Perret, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de venir nous éclairer sur ce quantique. Alors on en parle beaucoup, on aimerait savoir concrètement de quoi il s'agit et puis surtout, on parle de cette révolution quantique. Y sommes-nous réellement ? Alors je pense qu'on en est entre deux. Donc si on regarde un peu le passé, sur les 10 dernières années, on voit que les progrès ils ont été considérables, autant de manière technique et autant sur les investissements. Donc une manière de mesurer ces progrès, c'est de regarder ce que les acteurs nous proposent en termes de qubits. Donc c'est l'équivalent quantique du bit. Et donc c'est la capacité de ces machines à pouvoir traiter des problèmes de plus ou moins grande taille. Donc en une dizaine d'années, on va dire qu'on est passé d'une 1 ou 2 qubits à des centaines de qubits. Et aujourd'hui, on a des investissements majeurs avec tous les gros acteurs du domaine. Et aussi de manière intéressante, au niveau français, on a des startups qui vont être très bien positionnées, comme Pascal ou Candela ou Alice et Bob. En revanche, on a parlé de menaces et même d'utilité pour les entreprises, d'application de ces technologies. On n'en est pas encore là. Donc on pense que d'ici probablement la fin de la décennie, on devrait avoir des machines quantiques qui sont utilisables pour résoudre des problèmes pratiques. Aujourd'hui, c'est une réalité, ces machines quantiques. On peut y accéder en ligne, on peut déjà commencer à les programmer. En revanche, on n'a pas encore aujourd'hui d'applications industrielles qui permettent de démontrer un avantage quantique industriel. Mais si finalement, à travers ce que vous dites, on a l'impression, et certains d'ailleurs le disent encore, ça nous paraît très loin, et pourtant, il faut s'y préparer dès maintenant. Alors, 2030, c'est pas si loin. Hein. Donc on parle d'une révolution technologique, d'une vraie rupture technologique qui va être d'un ordre de grandeur plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui pour le machine learning et les grands modèles. Et donc quand on est sur des ruptures technologiques qui sont majeures comme ça, il va y avoir des gagnants et des perdants. Et les gagnants, souvent, c'est ceux qui vont s'y préparer un petit peu plus tôt. Et donc pour la cybersécurité, on sait que voilà un impact quand même qui est assez négatif, c'est que tous les systèmes de cryptographie qui sont utilisés aujourd'hui, qui protègent les industriels et nos gouvernements, vont être remis en cause par cet ordinateur quantique. Donc on sait que d'ici probablement 10 ans, on va avoir des machines qui sont assez puissante pour casser tous les systèmes qui protègent notre communication aujourd'hui. Et puis il y a un autre problème qui est celui de récupérer ces données et de pouvoir les déchiffrer plus tard. Et quand on parle de ministères ou d'institutions particulièrement sensibles, ça pose une vraie question. Voilà, exactement, ça pose une vraie question. Donc on a cette problématique de capturer les données maintenant. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement facile et d'attendre qu'on ait un ordinateur quantique suffisamment puissant dans 10-15 ans pour déchiffrer des données parfois qui peuvent avoir une durée de vie qui est longue. Donc on a cette problématique. D'une certaine manière, la menace, elle est déjà là pour les données. Et on a un autre élément très pratique, c'est qu'on a des nouveaux standards qui arrivent et donc toutes les entreprises vont devoir aller se conformer à ces standards à un moment ou à un autre. Quand on parle de cryptographie post-quantique, on parle aussi de crypto-agilité. De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser, là encore une fois, dès maintenant ? Alors, déjà, quand on parle de quantique et de cryptographie post-quantique, en fait, on est sur des technologies qui sont un peu différentes. Donc, parfois, quand on peut parler de quantique, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Bon, dans l'introduction, je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas du tout le cas, que c'est quelque chose qui arrive maintenant. En revanche, sur le post-quantique, là, on n'a rien du tout de quantique. Ça se déploie dès maintenant. Il va y avoir des standards. Ça fonctionne sur les machines. On a aujourd'hui des expérimentations et des standards. Et aujourd'hui, la recommandation de l'ANSSI et des organismes internationaux, c'est de dire que, vu la menace et l'impact potentiel que ça peut avoir, il faut dès maintenant faire notre transition vers ces nouveaux standards de cryptographie qui vont être résistants à l'ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, on a ces standards et tous les industriels doivent commencer à se poser la question, comment dans ma chaîne de cybersécurité, dans ma chaîne industrielle, comment est-ce que je prévois la modification de toutes ces petites briques cryptographiques qui sont en fait un peu partout. Je vais avoir des millions d'appels tout le temps dans mon système de sécurité. Et comment est-ce que je fais pour maintenir la continuité de mon activité et faire cette transition
pour me préserver de la menace et aussi pour des questions de conformité à la régulation. Vous avez parlé des expérimentations. Je citais notamment la Banque de France qui s'est exprimée, qui a rendu public pour aussi mobiliser, sensibiliser et jouer un rôle moteur, notamment au sein des institutions financières. De quoi parle-t-on quand on parle de ces expérimentations ? Alors, ce qu'on parle, c'est globalement, c'est pour mettre en place cette transition, il va y avoir plusieurs étapes, qui est déjà une étape de planification, d'identification des points qui sont les plus importants et qui sont les plus faibles, et ensuite de remédiation. Mais dans cette phase de remédiation, on va avoir des nouveaux standards de cryptographie qui vont vraiment être au cœur de mon système d'information. Donc, je ne vais pas comme ça, du jour au lendemain, dire maintenant, il faut que je change tout ça, parce que si je ne me prépare pas à ça, si je ne fais pas d'expérimentation, si je ne teste pas mon système d'information sur ces nouveaux standards qui ont des caractéristiques pratiques qui sont un peu différentes, on va avoir des tailles de paquets qui sont plus grosses, je risque d'avoir des gros problèmes si je ne fais pas une planification. Et l'expérimentation, dans ce cadre-là, c'est dans cette phase de transition, de vérifier que je peux passer à ces nouveaux standards. Mes fournisseurs sont aussi prêts, donc je vais pouvoir mettre à jour toute ma chaîne d'information. Et en fait, toutes ces expérimentations doivent être démarrées aussi vite que possible. Et on voit par exemple dans le système, pour les acteurs financiers sont très actifs sur ces sujets-là, d'expérimentation pour pouvoir tester le passage, la faisabilité, et puis de voir en avance de phase quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Quelles sont les grandes actions à suivre, les focus en matière de quantique ? On a parlé possiblement d'un Quantum Act, et puis il y a le fameux G7, où là, on pourrait voir les choses s'accélérer encore plus dès l'année prochaine. Alors, il y a trois actualités. Deux d'entre elles, vous les avez mentionnées, et trois d'entre elles, vous avez mentionné. En fait, au niveau international, on voit que la menace est de plus en plus prise en compte, et il y a des actions justement visant à accélérer cette transition-là, et aussi à développer les capacités des machines. Donc on a un Quantum Act qui est attendu entre juillet et la fin de l'année, qui va annoncer, on l'espère, des investissements assez massifs par rapport au niveau européen. On parle de plusieurs milliards d'euros sur l'ordinateur quantique. Au niveau du G7, il y a aussi des actions qui essayent d'être coordonnés pour pouvoir faciliter cette transition et aussi favoriser des pays qui sont peut-être moins avancés sur ces démarches-là, de rentrer plus facilement dans cette transition-là. Donc là, cette année, au G7, c'est un sujet qui a été discuté et mis à l'agenda pour les prochaines années, et en particulier, on espère qu'on pourra en discuter un petit peu plus dans le contexte du G7 en France. Et l'autre élément important au niveau national, parce qu'on a des questions aussi de souveraineté qui sont sous-jacentes, c'est l'annonce du ministre Le Cornu sur un observatoire quantique ou un campus quantique à l'image du campus cyber. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit prendre forme cette année, et c'est une actualité qui est assez excitante. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été notre invité. Le quantique est un enjeu de souveraineté, vous l'avez entendu, Ludovic Perret l'a rappelé. Alors que nous parlons quotidiennement d'autonomie stratégique européenne, d'autonomie digitale, derrière les buzzwords du moment, qu'en est-il concrètement ? Où en est l'Europe dans cette géopolitique particulièrement bousculée actuellement ? Je vous propose qu'on fasse le point avec nos invités pour en savoir un peu plus. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Anissa, Guy-Philippe, Franck, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parlait juste avant avec notre invité de souveraineté en parlant du quantique. Évidemment, l'ensemble des technologies numériques, de rupture, intelligence artificielle, 6G, les semi-conducteurs, tout cela est au cœur des enjeux. J'ai envie d'échanger un petit peu avec vous ce que je disais précédemment. On en parle beaucoup de cette autonomie stratégique européenne, cette autonomie digitale. C'est la manière dont l'appelle l'ANSSI. Ce qu'on a envie de comprendre, c'est ce qui se cache concrètement derrière. Et puis, on en parle aussi beaucoup, mais est-ce qu'on en fait réellement ou comment en faire un peu mieux et surtout pourquoi ? Dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une nécessité. Je parle évidemment des enjeux géopolitiques qui bousculent et là encore une fois l'actualité ne me démentira pas. Peut-être Guy-Philippe, un mot sur mieux comprendre cette situation aujourd'hui, ce qui se passe. Alors évidemment, Iran, Israël, au cœur malheureusement de l'actualité, la Russie. Il y a également la posture des États-Unis qui pose question. Et puis, ne pas oublier la Chine et Taïwan. Oui, alors il y a un problème de fond qui frappe directement cette question de la souveraineté, qui lui donne une nouvelle actualité. Et c'est en fait ce que moi j'appellerais la question américaine.
et je le dis pour avoir toujours été assez pro-atlantiste et sensible à l'alliance que nous avons avec les États-Unis, mais je prends les mots du Premier ministre canadien Mark Carney. La relation qui existe avec les États-Unis aujourd'hui, elle est différente parce qu'on est entré peut-être dans une phase politique avec potentiellement des changements profonds aux États-Unis. Et il y a des implications, en particulier potentielles dans le cyber, que ce soit de l'ordre du respect de l'état de droit, qui est le non-dit du fait qu'on puisse acheter et respecter des échanges et des services IT, que ce soit également de la forme de la garantie de sécurité américaine. Et tout ça, encore une fois, c'est dans le non-dit, mais on le voit dans la capacité américaine à protéger ses propres infrastructures critiques et donc à la crédibilité générale qu'on peut avoir dans les produits américains. C'est quelque chose qui est posé sur la table. Et puis il y a un troisième point, évidemment, qui est le risque, avec un autre dérapage dans la guerre commerciale, parfois un petit peu inopinée, que Trump pourrait déclencher, un risque d'avoir un impact, un effet de bord sur l'achat de services IT. Donc c'est un peu ces éléments-là. Tout ce que tu as dit, Mélanie, sur le fond géopolitique complexe avec Taïwan, la Chine, ce qui se passe au Moyen-Orient, bien sûr, est vrai. Mais du point de vue cyber, il ne faut pas oublier que le marché américain, c'est 55% du marché cyber mondial, c'est gigantesque. Et si tout d'un coup on a une rupture parce qu'on a moins confiance dans les produits pour les éléments que je t'ai évoqués, bah là, ça pose des vraies questions quand même. Des vraies questions. Anissa, Franck, vous avez travaillé aussi sur ces territoires, la Chine dont on parlait, les États-Unis, donc c'est un univers que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle posture des États-Unis qui questionnent aujourd'hui concrètement, et je voyais Anissa qui réagissait aussi parce que de fait, ça implique des impacts pour les entreprises, les organisations, mais aussi un réveil réellement de l'Europe. Alors, on peut espérer un réveil de l'Europe, on en parle beaucoup. Ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est qu'un certain nombre de plaques géopolitiques ont une démarche d'autonomie digitale et de pouvoir se dire je peux être autonome si jamais il y a une raison politique, militaire ou autre qui puisse, entre guillemets, intervenir. Et c'est pour ça que dans certains pays, par exemple comme dans la Chine, il y a une volonté de connaître quel est le pourcentage de produits informatique et cyber, parce qu'on ne peut pas parler de la cyber sans l'informatique, dans le pays. Et c'est-à-dire qu'il y a une volonté, une éducation de toute la classe managériale de se dire « je dois être plus autonome, je dois, entre guillemets, faciliter le développement de solutions locales pour pouvoir permettre un écosystème plus, je dirais, plus résilient, parce que derrière cette autonomie, c'est la résilience qui est recherchée. Et particulièrement, je dirais, dans certaines zones géopolitiques, il y a, entre guillemets, des valeurs qui se partagent plus ou moins. Et aujourd'hui, il y a peut-être une certaine tension avec les États-Unis, mais les valeurs de fond sont toujours à peu près les mêmes. Mais par contre, avec une envie que, entre guillemets, on prenne plus nos responsabilités et on a peut-être aussi en Europe plus facilité à prendre une solution américaine parce qu'elle a déjà fait ses preuves, elle a déjà un certain nombre de clients, elle a déjà une certaine taille et donc, par facilité, on va choisir cette solution alors que dans d'autres pays, on va en priorité promouvoir des solutions locales pour leur permettre d'arriver à une masse critique et donc d'être pérenne sur le long terme. On va revenir sur ce sujet, puis surtout comment peut-on faire aussi pour finalement plus de transparence, parce que ça permettrait peut-être aussi de voir finalement qui achète quel produit, voire même d'en prendre soi-même connaissance dans son entreprise. Anissa, je vous ai vu réagir. Est-ce que je sens réagir à ce qu'il en termes de cohérence, est-ce qu'on y est en Europe ou pas? Alors peut-être pour commencer, avant de donner un chiffre, c'est un chiffre qu'on connaît déjà tous, et puis ça, on revient aussi sur la situation, on va dire, de guerre commerciale avec on va dire, de tensions commerciales avec les États-Unis, qui est celui de plus de 80%. Et bien, il y avait une étude Asterès notamment qui était lancée par le SIGREF il y a très peu de temps, un peu plus de 86%, si je ne me trompe pas. On pourra donner les sources, bien évidemment, de solutions justement qui sont des solutions internationales et notamment américaines. Donc on voit finalement la dépendance, enfin, on le savait déjà, mais on voit vraiment avec des chiffres finalement publics que ce fait est vraiment là et qu'il y a vraiment un réveil à avoir. Et puis en tout cas, moi je représente aussi Numéum, donc un syndicat professionnel du numérique en France. On a plus de 2500 entreprises adhérentes et on voit vraiment, enfin je pense que cette situation a accentué aussi le fait de se dire il faut qu'on se réveille, à la fois pour les entreprises qui ont des activités, des Françaises qui ont des activités aux États-Unis, qui voient justement peut-être des mesures de rétorsion ou de droits de douane qui peuvent être portées sur des entreprises du numérique, ou aussi des entreprises qui n'ont pas d'activité aux États-Unis.
françaises, mais qui peuvent avoir on va dire, cette situation peut avoir une incidence sur ces entreprises qui sont dépendantes de solutions américaines. Donc il y a vraiment un vrai sujet par rapport à ça. Et sur le sujet de l'Europe, justement, on sent quand même qu'il y a un sursaut, on sent quand même on pourra en reparler bien évidemment, mais il y a des mesures qui ont été mises en place. Ça a toujours été un peu timide. C'est toujours sur le cadre plutôt réglementaire que ça se fait. Donc le DMA, pour essayer de contrôler aussi les entreprises monopolistiques sur le marché, que ce soit sur du réseau social, cloud, etc. Le DSA, donc on voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits en la matière par l'Europe, par l'Union européenne. C'est pas suffisant. Et je pense que ce type de situation a permis aussi à la nouvelle Commission européenne justement de se réveiller et d'introduire des dispositions. On pourra en reparler, je pense, juste après. Et alors, on l'a compris, il y a une volonté. C'est clair. Il y a un consensus globalement sur nous devons fédérer, faire corps au niveau européen. Et pour autant, est-ce qu'on le fait réellement ? Est-ce qu'on est déjà dans le passage à l'acte, à l'action, alors même qu'il y a urgence ? C'est ce qu'on comprend à travers ce que vous dites. Est-ce qu'on le fait ? Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les effets de levier pour engager la démarche ? Ce qu'on peut dire, et je rebondis sur ta question initiale, pourquoi est-ce qu'on le ferait ? Et quelle est la valeur derrière ça ? Encore une fois, je voudrais réinsister sur le choc géopolitique potentiel d'une administration Trump qui ne respecte pas l'état de droit. Bon, et je le dis parce que dans les valeurs que nous partageons avec nos alliés américains, qui restent encore nos alliés américains, mais parfois, au cours des derniers mois, on a pu se poser des questions, et je connais certains spécialistes qui sont plutôt en faveur de l'Alliance Atlantique qui eux-mêmes se posent certaines questions de fond. On ne sait pas d'ailleurs parfois pourquoi il y a des échanges avec des pays comme la Russie et comment on traite, nous, les alliés européens. Je ne parle même pas de la question du Danemark, qui est un allié exemplaire de l'Amérique et qui a été très maltraité par Trump, et je ne parle même pas du Canada. Bon, donc il y a ces choses-là qui sont sur la table à nouveau. Et ça, c'est un use case. C'est un use case parce que derrière l'ensemble des services informatiques que l'on achète auprès de partenaires américains qui sont d'excellente qualité, je tiens à le signaler, il y a quand même la question que si, au-dessus de ça, l'État fédéral commence, entre guillemets, à péter un câble et à ne plus respecter le cadre de l'État de droit, on ne sait plus ce qu'on peut faire. Donc, la réflexion de fond derrière, et qui peut donner en fait une nouvelle vie à ce qu'on entendait sur l'autonomie stratégique, etc., c'est que, OK, on comprend que ce n'est pas de l'efficacité qu'on va aller chercher, mais peut-être un élément de sauvegarde, un élément de backup par rapport à un État américain au niveau fédéral où on ne sait pas, encore une fois, si on respecte les décisions des tribunaux des cours inférieures, si on respecte les décisions à terme de la Cour suprême, etc. Donc ça, c'est important parce qu'on achète dans un cadre légal. Bon. Donc il y a ça. Et il faut le dire, tu posais la question, est-ce que ces signaux-là, on commence à les matérialiser, est-ce qu'on commence à les voir ? Ce qui est frappant de constater, c'est que même des grands groupes américains, des grands hyperscalers, comprennent et développent des offres qui permettent de sectoriser, de protéger une souveraineté européenne. Et je pense que, alors ça ne date pas de Trump, alors, ils avaient compris qu'il y avait une évolution réglementaire, mais ils ont compris qu'il y avait peut-être là un marché, parce qu'ils ne vont pas le faire juste pour les beaux yeux de la Commission. Et donc derrière, donc ces choses qui sont mises en place, des offres par Azure, qui va même jusqu'à mettre les codes sources qui seraient protégés à terme dans un coffre-fort en Suisse, au cas où il y aurait un problème géopolitique, on pourrait les réutiliser, etc. Donc ces éléments de garantie, ça montre bien que même ces grands géants se posent ces questions-là, et donc, à nouveau, il y a un use case. Maintenant, évidemment, la question derrière, c'est, comme toute question de gestion du risque, il faut faire une bonne évaluation de la gestion du risque pour ce qui est quelque chose qui est un investissement supplémentaire, et puis voir si c'est un investissement supplémentaire, s'il n'y a pas une façon de couvrir et de retrouver un retour sur investissement. Parce qu'à la fin des fins, il faut quand même que tout le monde fasse de l'argent dans le monde corporate. Mais voilà. Alors Franck, sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a on parlait là de l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'autonomie stratégique ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Il y a cette notion de résilience, cette notion de continuité d'activité aussi, dès lors qu'on dépend d'un certain nombre d'outils. Si demain, ils venaient à être coupé, là effectivement ça pose un certain nombre de questions dans ce monde hyper connecté où tout aujourd'hui ou presque est géré en version numérique. Mais quand on vous dit on est européen, on est français, c'est pas suffisant pour motiver
l'achat. Bien sûr que ça peut être une des conditions, mais ça n'est pas suffisant. Du coup, qu'est-ce que vous attendriez, vous, en tant que membre du CA, du CESA ou de vos pairs avec lesquels vous discutez, pour justement faire que cette autonomie stratégique devienne une réalité? L'autonomie stratégique, c'est pas obligatoirement avoir un sticker France ou Europe. Et la problématique derrière je dirais, ces stickers, c'est qu'une société française peut très bien être achetée par une société américaine, voire chinoise demain. Et ça a déjà été le cas sur un certain nombre de belles success stories françaises qui ont été rachetées. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui va vouloir, entre guillemets, acheter du français, de se dire, si j'achète du français, est-ce que demain c'est encore français? Donc quelque part, ça va pas suffire. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt de se dire, j'ai démarré à l'étranger, j'ai déjà des reconnaissances et je vous vends de la pérennité. Parce que j'ai des clients sur des marchés, des use cases différents, qui vont pouvoir, entre guillemets, garantir le fait que cette solution va perdurer dans le temps, parce que quand quelqu'un achète une solution, c'est pas pour la changer dans 15 jours. Et un des problèmes des vendeurs qui vont vous vendre « je suis français, je suis européen », et encore plus quand c'est que français, le problème, il s'est jamais challengé à l'étranger, s'il ne fait que cette allégation. Et c'est là tout le problème, parce qu'en gros, il va le dire « je suis petit ». Et donc, qui va vouloir, entre guillemets, choisir un petit? Parce que le CISO va être obligé d'échanger avec son DSI ou avec d'autres acteurs dans son entreprise en disant « je vais choisir une société parce qu'elle est française ». À moins qu'il y ait une obligation dans l'entreprise de se dire « je dois acheter un pourcentage de produits français ou européens », il va avoir plus, entre guillemets, de doute, parce que les autres acteurs dans l'entreprise vont dire « je veux une solution connue parce que je vais avoir du mal à utiliser la solution parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise. Je ne sais pas comment elle va se développer, donc tous les 4 matins, quelqu'un va m'expliquer le concurrent qu'on aurait dû prendre fait ça et le vôtre ne fait pas ça. » Donc il y aura il y aura un parcours du combattant pour soutenir le produit, entre guillemets, dit français. Donc il faut vraiment que le changement, entre guillemets, d'état d'esprit soit au-dessus. Oui, il faut soutenir des sociétés, entre guillemets, qui sont d'origine française, mais il ne faut pas rêver sur le fait qu'elles vont rester françaises, et il faut, entre guillemets, les obliger à s'ouvrir à l'étranger pour pouvoir, entre guillemets, être pérennes. Un autre point que vous évoquiez tout à l'heure, on parle notamment le CESA qui a créé un partenariat pour associer cybersécurité et durabilité. On le voit aujourd'hui, les enjeux environnementaux commencent à être intégrés dans les politiques de sécurité, mais ce n'est pas encore la norme. Est-ce que, non pas d'un point de vue environnemental, mais est-ce que finalement, dans cet esprit de gouvernance et de responsabilité d'entreprise, ces éléments, en termes d'entreprise européenne, pourraient être pris dans les politiques de sécurité? Et est-ce que finalement, dans les rapports d'activité, on pourrait demander ou voir à ce que le volume, finalement, d'entreprises ou de solutions européennes ou françaises qui sont dans les entreprises pourrait être rendu visible et donc plus transparent? Alors oui, tout à fait. Moi, quand j'ai pu travailler en Chine, il y avait des obligations de faire un reporting du pourcentage acheté en IT et en cyber de produits locaux. Donc je pense que c'est important déjà, on l'évoquait sur le fait qu'il y a un gros pourcentage, je dirais, étranger, voire américain, mais est-ce que chaque entreprise sait pertinemment combien elle dépense dans des produits, entre guillemets, français, européens ou américains, voire mondiaux? La plupart du temps, ils n'ont aucune idée de ce chiffre. Et de se dire chaque année, je vais regarder ce chiffre et si j'ai vraiment un message au niveau de mon entreprise que je souhaite porter, en termes, parce qu'on fait tout ce qui est, je dirais, plan de support aux produits de défense ou aux produits de cyber, de se dire, est-ce que je veux rester neutre ou est-ce que je veux être acteur? Et je pense qu'il y a un côté, au niveau des entreprises et de leurs responsables, de se dire, est-ce que je vais être acteur par rapport à cette résilience ou cette autonomie digitale? Et après, je pense qu'il y a un côté, comme le disait Anissa, plus au niveau des plaques géographiques, d'autonomie au niveau de la data pour rester dans des plaques géographiques ou en termes de services, pour pouvoir entretenir aussi, je dirais, le service. Il y a certaines plaques géographiques où on oblige à ce que les opérateurs soient nationaux. Donc il y a, je dirais, un mélange entre incitation, réglementation et échange de bonnes pratiques aussi pour donner envie à certains gros opérateurs étrangers d'y arriver. Parce que quand tu disais que dans certains pays, Azure, Amazon et autres pouvaient, entre guillemets, faire des data centers locaux, c'est super, ça va protéger localement, mais ça va surtout empêcher les petits Européens de le faire. Parce qu'ils n'auront pas du tout cette capacité humaine, financière, de mettre les dollars sur la table dessus. Et là, tout le problème, c'est, si on est assez riche, on peut s'adapter à n'importe quelle réglementation. Si on est un petit, il va falloir doubler ou tripler ses moyens humains, financiers, pour pouvoir suivre la cadence. Parce que quelqu'un qui devait, par exemple, accompagner un grand groupe dans certaines plaques géographiques,
il va être obligé de dire « je ne peux pas vous accompagner ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de financement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus d'investissement? C'est quoi la clé là? C'est un mélange, comme toujours, c'est toujours un mélange. Non, mais c'est certain. Et tu soulignes un point qui est important, et je reprends ce que tu disais au début, Mélanie. Il y a un use case qui est un use case de résilience par rapport à un risque géopolitique. Et ça, c'est une vraie nouvelle dimension de qualité, parce que souvent dans l'entreprise, alors ça dépendait aussi des activités des entreprises et puis leur exposition géographique, mais ce mot de géopolitique était un petit peu un mot parfois sale, qu'on ne voulait pas évoquer, parce qu'on préfère vivre dans un monde où il y a des clients et des fournisseurs à travers la Terre et tout le monde est content. Mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui, et certainement pas dans ce fond géopolitique de plus en plus tendu qui existe. Mais c'est ce que tu dis, Franck, il faut être capable de faire cette démonstration la plus large possible de cette résilience géopolitique. Et on parle de l'Europe et d'une souveraineté européenne, mais une bonne solution, c'est effectivement une solution qui est résiliente géopolitiquement pour les entreprises européennes, pour des entreprises de la sphère Indo-Pacifique, peut-être pour des entreprises de la sphère américaine, et pourquoi pas même pour les entreprises américaines qui ne voudraient pas être complètement exposées à ce risque politique interne que j'évoquais. Et derrière, l'approche, c'est effectivement pas forcément la réglementation, mais essayer de bien être capable de chiffrer ce qui est ce besoin du marché, d'en parler, et après d'être le mieux-disant sur la capacité à remédier ce nouveau risque qui devient très important. Et ce que vous disiez, Franck, aussi, c'est un élément clé, notamment en mesurant le nombre de solutions européennes qui pourraient être utilisées, c'est aussi se rendre compte de l'argent finalement national qui part aux États-Unis ou qui pourrait être réinjecté, réinvesti aussi dans le territoire national ou européen, et donc de fait alimenter ensuite la croissance de la maturité de l'ensemble du marché. Si vous aviez chacun de vous une action, deux actions que vous souhaiteriez voir mettre en lumière, voir appliquer, quelle serait-elle, Anissa? Justement, on disait que la réglementation ne suffit pas. Il y a peut-être, je vais en utiliser deux. Vous m'avez dit un, je vais en utiliser deux. La commande publique, en fait, c'est le même, mais on va dire la commande publique, et sur la commande publique, plus précisément, un Buy European Tech Act. Donc d'avoir vraiment incité, l'idée, c'est pas d'obliger justement les entreprises à acheter européen, mais c'est déjà, en tout cas pour le secteur public, de prendre le bon exemple, d'acheter européen, ou en tout cas qu'il y ait un pourcentage, on va dire, de technologie qui soit alloué donc à la commande publique. Je ne sais pas si on donne un chiffre, 10, 20, 30, etc., qui soit justement qu'on puisse acheter européen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, côté numérique, qu'on pousse. On est plusieurs associations aussi à pousser ce type de proposition-là. En tout cas, si on devait activer un levier qu'on pourrait utiliser au niveau européen, ce serait une des actions. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais je pense que le levier de la commande publique est important. On parlait justement tout à l'heure des dépendances technologiques. Le gouvernement a lancé un observatoire des dépendances technologiques. Donc j'imagine qu'il va y avoir, ça vient de commencer, une cartographie des différentes dépendances technologiques, avec peut-être des pourcentages, et de savoir justement comment on se situe côté français et peut-être aussi côté européen. Donc ce sera intéressant de voir justement ce qu'il en est pour cibler justement les bons domaines dans la chaîne de valeur. Guy Philippe, deux actions. Alors deux actions. Qu'on puisse aider les entreprises plutôt que mettre de la réglementation. Mais parfois, elle est nécessaire. Qu'on puisse aider à mieux évaluer ce risque géopolitique et que ce soit les grands groupes, mais que ce soit aussi leur écosystème de fournisseurs et qu'on puisse les accompagner là-dessus. Ça, c'est un point important. C'est d'ailleurs ce qu'évoque David Bavrez, qui appelle justement à ce qui est un directeur géopolitique ou un directeur risque dans les entreprises, qui accompagne aussi les dirigeants pour avoir cette clé de lecture dans la stratégie même de l'entreprise. Alors, soit un directeur, mais ça, c'est toujours un petit peu un problème dès qu'il y a un nouveau truc, on veut rajouter, c'est pas une mauvaise idée, mais on veut rajouter un poste, et comme aujourd'hui on parle de Chief AI Officer, et puis tout ça va disparaître de toute façon, mais parce qu'on va le faire naturellement. Et ça sera une des composantes, une des compétences fondamentales de l'entreprise. Donc, je préférerais à la limite que le directeur de la gestion des risques intègre tout ça dès le démarrage. Bon. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise, on va être très général. Au niveau, on va dire, international, je voudrais à nouveau évoquer ce que The Economist a appelé « The Little West », en fait, qui est notre bloc occidental où nous partageons ces valeurs qui sont très importantes, du respect de l'état de droit, du respect de la propriété privée, etc., mais où aujourd'hui, il y a un point d'interrogation qui est assez gros, qui est sur qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, parce qu'encore une fois, tout peut se passer aux États-Unis, y compris, pourquoi pas, des dérèglements internes, des dissensions à l'intérieur de la structure fédérale, etc. Bon.
mais que derrière, dans ce Little West, on prenne conscience, qu'on soit le Canada, le Japon, la Corée du Sud, les pays européens, certains pays du Moyen-Orient, etc., il faut quand même arriver à faire tenir la barque de notre marché, y compris dans les achats de produits informatiques sur lesquels le risque cyber, évidemment, est fondamental. Et donc là, ça c'est un point très ouvert, mais de réfléchir à des formes de normes internationales à l'intérieur de ce bloc, plutôt que quelque chose de très sectoriel ou très géographiquement limité, localisé, comme français ou même européen. Parce que je reprends ce que tu disais, Franck, il faut que ce soit vu comme un marché mondial. Parce que déjà au cœur de ça, on a les États-Unis, c'est 55% du marché cyber. Bon, ça, si tout d'un coup on a des risques, comment on va faire vivre les 45% restants? Donc c'est plus à ce niveau-là. Alors je dis ça, c'est peut-être pas facile à faire, mais à se dire, OK, quelles sont les normes de sécurité qui permettent, si on peut les poser, qui permettent qu'un produit qui serait cyber-résilient en Europe et qui est ce standard-là puisse être bien compris au Japon, en Corée du Sud, en Inde, au Canada. Et pourquoi pas d'ailleurs aux États-Unis. Avec une approche de fait beaucoup plus globale dans l'approche des sujets. Franck, 2 actions? Alors, il y a la première, c'est la transparence du reporting de combien j'achète en IT et en cyber. Parce que pour moi, il faut que ça soit dans le rapport annuel, pour que ça soit transparent. On ne peut pas parler de RSE si on n'évoque pas sa participation à un développement durable. Surtout que ça permet, entre guillemets, de contrebalancer des réflexions court-termistes où on va juste chercher la performance financière. Si on veut avoir de la résilience, ce n'est pas un effet sur une année ou deux. Ça veut dire qu'il y a une démarche, je dirais une lame de fond des entreprises et des différents pays européens pour se dire comment je peux donner ce changement, je dirais, d'état d'esprit, de se dire je dois aider, tout en restant raisonnable, une démarche plus résiliente au niveau Europe. Aujourd'hui, il va y avoir des arbitrages assez rapides. Telle solution coûte tant, telle solution coûte tant. Les gros vont être capables de faire du dumping ou autre, ça va être des gros qui vont être pris. Et c'est là où, entre guillemets, il faut qu'il y ait une démarche vraiment volontaire, long-termiste, et d'avoir cette transparence. La deuxième chose, c'est aussi de se dire pourquoi les startups ne sont pas, tout aussi, performantes en termes de succès par rapport à d'autres structures. On a, entre guillemets, un enfermement dans certains défauts humains de formation. On est basé extrêmement, trop souvent, sur la performance, l'excellence technique, et pas sur le modèle économique, pas sur le nombre de connecteurs d'une solution par rapport à un écosystème. On ne comprend pas les éléments déclencheurs de l'achat. Et ça, c'est un problème français. On pense que notre expertise, notre talent va être reconnu. Non, c'est un ensemble de compétences. Il faut faire du thought leadership, il faut faire de l'influence au niveau réglementaire, il faut savoir vendre, se faire accompagner, et c'est pas uniquement « j'ai une bonne idée ». Cette bonne idée, tôt ou tard, un Américain aura les moyens de racheter l'expert français. Et donc là, c'est un changement très très fort. Le dernier point, c'est comment on peut... Alors, il y en avait 3 à l'origine, voilà. Au début, il y en avait 2, mais moi, à l'origine, il y en avait 3. Donc le troisième, c'est comment, entre guillemets, on peut, motiver les entreprises, les grandes entreprises ou les fonds d'investissement à se dire, que ça soit sectoriellement, comme tu le disais, se dire on veut soutenir le développement d'une société sur le long terme. Quand on achète une solution américaine, on l'achète parce qu'elle a déjà fait ses preuves aux États-Unis. On l'achète pas parce qu'elle a un drapeau. Alors que quand c'est une société française, elle n'a fait son succès qu'en France. Et il faut pas se tromper, entre guillemets, de problématiques. Et pour moi, il faudra, entre guillemets, donner les moyens de se dire, à travers un secteur, les assurances, l'industrie, je ne sais quoi, de se dire, nous sommes plusieurs sociétés, on va mettre des moyens, voire avoir des postes au board, en se disant, on va accompagner cette société pour qu'elle réponde à un besoin sur de la longue durée. Et là, ça va attirer des clients en se disant, il y a quand même 3, 4 sociétés qui ont mis des gros moyens, et pas des fonds d'investissement qui vont rentrer et sortir, qui vont pouvoir, entre guillemets, s'accompagner. Et je pense que ces 3 points peuvent aider. C'est aussi une vision long terme, finalement, avec cette notion d'investissement et donc de long chemin. Guy-Philippe, une troisième action? Oui, mais en fait, c'est pour souligner, rebondir ce que tu viens de dire, Franck. D'une certaine façon, on a parlé de ce choc géopolitique général, global, etc. On a parlé des entreprises, on a parlé des startups de cybersécurité. Évidemment, on parle cyber. Il y a les fonds d'investissement qui sont derrière, qui investissent dans les grands groupes corporate et les autres. Ils ont aussi besoin de ces éléments de résilience et donc d'avoir des visions, pour la plupart d'entre eux, d'une vision d'investissement, une horizon d'investissement, on va dire, de 5 ans, entre guillemets, ce qui est le long terme à minimum sur lequel ils vont regarder. Et là-dessus, je pense qu'il y a une plus-value, un mieux-disant pour
pour ces fonds-là, avoir des entreprises qui sont capables d'avoir cette vision et qui sont capables, ces entreprises, de se baquer à nouveau contre ce nouveau risque géopolitique. Donc, il faut faire toutes les choses qu'on a évoquées. Il faut aussi probablement bien communiquer dessus pour le montrer aux fonds d'investissement, espérer que ces fonds d'investissement auront compris qu'effectivement, on entre dans une période plutôt troublée, y compris pour leur propre tour, et donc qu'ils vont aller dans une démarche qui, idéalement, sera donc vertueuse, plus favoriser les grands groupes qui investissent sur ce moyen-long terme et qui eux-mêmes vont finir par investir dans des ressources résilientes, européennes ou ailleurs, y compris des startups, de façon à créer ce cercle vertueux. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Je vous laisse continuer à échanger. Moi, je vais voir notre prochain invité et on va continuer à parler influence et intelligence économique. On va donc faire le lien avec ce que vous évoquez. Très belle journée. Merci d'avoir été nos invités. Merci. L'autonomie stratégique ne se décide pas, elle se construit. La bataille de l'influence et du renseignement économique doit aussi être intégrée dans nos stratégies nationales. Mais alors, où en est-on concrètement dans les entreprises? Comment avoir une stratégie d'intelligence économique offensive? Je vous propose de faire le point avec notre invité. Suivez-moi. Et je vous propose de rejoindre François Jeanne-Bello qui nous attend déjà pour parler d'intelligence économique. François, merci d'être avec nous. Bonjour Mélanie. Alors on parlait juste avant d'autonomie stratégique européenne, de souveraineté et de fait d'influence, mais aussi de renseignement économique. La question qu'on se pose, c'est en quoi l'intelligence économique aujourd'hui est essentielle aux fonctions cyber dans l'entreprise? Alors l'intelligence économique, c'est, rappelons-le, la collecte, le traitement, la diffusion de l'information utile aux acteurs économiques. Ça permet d'anticiper, d'avoir l'information peut-être avant les autres. Ça permet d'éviter que le risque arrive par une bonne information. Mais il y a peut-être aussi un autre point, un autre aspect qui va être au-delà de l'anticipation, tout ce qui est guerre informationnelle. C'est bien. Subir une attaque cyber, c'est une chose. Subir une attaque informationnelle doublée de cette attaque cyber, c'est autre chose. Et on a même d'ailleurs des cas, je crois, où des entreprises ont eu des attaques informationnelles sans l'attaque cyber, on fait croire que, et ça fait aussi mal finalement. Donc en fait, il y a vraiment les deux aspects en termes informationnels sur lesquels il va falloir se battre, sur lesquels il va falloir se préparer en tout cas. Souvent, au niveau national, voire même européen, on avait cette approche plutôt défensive. Aujourd'hui, on aspire, on prône à une approche qui soit plus offensive. Comment est-ce qu'on passe de cette stratégie plutôt réactive à quelque chose de plus offensif? Pour être offensif, il faut être le premier. Souvent, il faut ne pas subir, effectivement, c'est-à-dire ne pas attendre d'être attaqué. En termes informationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas réagir. Parce que celui qui réagit, il est toujours en réponse à, il se justifie, donc déjà il est dans une position un petit peu d'aveu de faiblesse. Si on communique avant, si on occupe le territoire informationnel avant avec un certain nombre d'informations, ça peut être très utile. Je peux vous donner un exemple d'une entreprise qui a subi une attaque informationnelle. La véracité du propos ne tient même pas d'ailleurs, savoir si c'est véritable ou pas, c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'ils ont une attaque informationnelle sur un aspect technique de leur entreprise. Le problème, c'est comme c'est une entreprise qui fait bien son boulot, mais qui communique pas du tout. On trouve que ça sur Internet. Et plus largement en source ouverte. Donc déjà anticiper, occuper le terrain informationnel par la diffusion d'informations positives, neutres, peut-être un peu négatives également, pour que une information mauvaise qui puisse arriver sur le terrain, elle soit déjà amortie par un certain nombre d'informations. En fait, il faut tout simplement occuper la place. Occuper le terrain. Comment est-ce qu'on peut mieux muscler ces outils pour cartographier les écosystèmes informationnels d'influence dans lesquels évolue l'entreprise? Alors, avant de parler d'outils, il me semble important aussi de parler de méthode. L'outil, rappelons-le, il est au service d'une méthode et non pas l'inverse. Donc attention à ce côté magiciel de l'outil qui va répondre à toutes les questions. Mais après ça, il faut effectivement être outillé pour bien illustrer sa méthode. Les outils, il y en a plein aujourd'hui qui permettent de mieux comprendre, de mieux cartographier, de mieux prendre la place. Et on a un champ qui s'ouvre quand même pas mal avec l'IA aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle permet non pas de faire des bots pour la génération automatique d'informations, mais pour faire un certain nombre d'automatisations qui peuvent faire gagner énormément de temps sur des tâches qui sont chronophages, sur des tâches qui sont généralement sans valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc là, il y a pas mal d'outils qui sont en train de se mettre en place, ou qui existent déjà, qui évoluent très très vite, effectivement,
pour être plus efficace. Est-ce qu'on a des outils européens ? Oui, on a la chance, en plus même des outils français, d'avoir des très beaux éditeurs de logiciels en France, notamment sur le sujet de l'intelligence économique, de la cartographie, de la veille, du monitoring. Pas toujours retenu d'ailleurs par les instances publiques. Mais voilà, les outils existent, les éditeurs existent, donc il n'y a plus qu'à leur faire confiance. Il n'y a plus qu'à, on le disait précédemment. Merci François d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé sur le sujet de l'intelligence économique. Merci Mélanie. Je vous propose à présent de faire un pas de côté et nous sommes toutes et tous concernés. Savez-vous que nos enfants, en 2022, passaient, selon une étude française, en moyenne 2 heures par jour sur les écrans entre 1 et 6 ans ? Pour les 7 à 12 ans, c'était 3h30 et on parle de plus de 5 heures pour les adolescents entre 13 et 19 ans. Alors évidemment, au-delà des problématiques auxquelles ils s'exposent d'un point de vue santé et médical, soulignés par un certain nombre de scientifiques, les dangers auxquels ils s'exposent sont nombreux. Et je pense évidemment à la pédopornocriminalité. Et là, encore une fois, les chiffres sont édifiants. En 10 ans, les contenus pédocriminels en ligne ont augmenté de plus de 12 000%. En 2023, l'Office mineur, une nouvelle antenne du ministère de l'Intérieur, recevait plus de 380 000 signalements, 170 000 l'an dernier. C'est toujours trop. Qu'en est-il de la menace ? Même si le nombre de signalements diminue, elle reste particulièrement élevée. Pour nous en parler, je vous propose que nous recevions en plateau Véronique Béchu, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Véronique, qui mieux que vous pour parler de ce sujet, protéger nos enfants. Merci d'être avec nous. Merci, plaisir de vous accueillir. Je le rappelle pour nos invités, vous êtes ancienne chef du pôle stratégie de l'Office mineur. Vous avez passé plus de 20 ans de carrière à protéger nos enfants. Vous avez d'ailleurs publié un livre choc, Derrière l'écran, dans lequel vous poussez un véritable cri d'alarme, effectivement une sonnette d'alarme sur la pédocriminalité en ligne. Les chiffres que j'évoquais à l'instant sont effectivement dramatiques aujourd'hui. Vous continuez votre combat d'une manière un peu différente au sein de e-Enfance que vous avez rejoint. J'ai envie de vous demander, qu'en est-il de la menace aujourd'hui qui pèse sur nos enfants à travers le numérique ? Alors cette menace a toujours cours et elle est exponentielle. Je le rappelle, en 2009, il y avait, selon les Nations Unies, 750 000 pédocriminels en ligne au même moment. Et on en est à ce jour à estimer le nombre à 2,6 millions. Donc la prédation sexuelle pour nos enfants est toujours présente. Et ce que vous dites dans votre ouvrage, notamment, c'est effectivement que les pédocriminels vont là où vont nos enfants. Et donc, de fait, c'est dans le monde numérique, c'est dans les jeux vidéo, c'est effectivement sur les réseaux sociaux et même dans le métaverse. Oui. Alors, concrètement, que peut-on faire pour les protéger sans pour autant leur interdire ce monde numérique qui a aussi effectivement des vertus ? Alors, oui, le monde numérique a des vertus pour les enfants, il ne faut pas le diaboliser, il faut juste le cadrer, l'encadrer et notamment permettre le bon usage de cet outil pour les mineurs. Je veux juste porter à la connaissance de tout le monde que les réseaux sociaux, notamment, ne sont pas normalement accessibles aux enfants de moins de 15 ans. En fait, la collecte de données personnelles et donc l'ouverture d'un réseau social n'est pas possible avant 15 ans. Or, selon la dernière étude d'e-Enfance, 67% des 6-10 ans ont un réseau social et la moyenne d'ouverture du premier réseau social en France, c'est 8 ans et demi. Donc bien évidemment que les enfants sont le jeu de la prédation des individus ayant des appétences sexuelles. Alors, vous le disiez, ils sont finalement extrêmement jeunes, 8 ans et demi sur les réseaux sociaux, ça peut questionner. Il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites sur interdire les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Alors, fausse bonne idée, pour l'instant, c'est une idée, puisque à l'heure actuelle, on est vraiment gangréné par les enfants sur les réseaux sociaux qui sont aux prises à la pédocriminalité, à la prédation sexuelle, mais pas seulement, au contenu illicite, au contenu violent, pornographique, etc. Donc il y a un vrai enjeu de société à ce que les réseaux sociaux ne soient pas accessibles si jeunes.
Et donc, oui, interdire en tout état de cause, à l'heure actuelle, sans vérification d'âge, l'offre des réseaux sociaux est la même qu'on soit adulte ou mineur, ce qui est totalement inadmissible. Et donc, tant qu'il n'y aura pas eu de vérification d'âge, qui est tout à fait réalisable, il est possible à l'heure actuelle de faire en sorte de respecter un seuil d'âge pour ouvrir son réseau social. Encore faut-il le mettre en place. Mais oui, c'est une des solutions à laquelle on pense de toute façon pour essayer d'endiguer les phénomènes. Est-ce que la proposition de résolution européenne portée notamment par la sénatrice Catherine Morin-Desailly, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est quelque chose qui serait suffisant? Alors effectivement, le Parlement européen, la semaine dernière, a franchi un vrai pas dans le renforcement de la prévention, de la répression et de la protection des enfants. Ils ont adapté leur législation aux nouveaux phénomènes pédocriminels, aux nouvelles armes utilisées par les pédocriminels, notamment l'intelligence artificielle. Et donc, ils ont pris acte de l'obligation, maintenant, de faire en sorte de protéger le plus possible nos enfants. Maintenant, encore faut-il que la Commission européenne accepte aussi cette révision de la directive européenne et que ce soit transcrit en législation interne. Qu'est-ce que, à travers ces nombreuses années passées aux côtés des enfants pour mieux les protéger, mais où vous avez vu aussi cette menace augmenter, quelles seraient les actions que l'on pourrait mettre en œuvre, qui seraient intéressantes à étudier pour améliorer encore plus la protection de nos enfants? Alors, déjà, il faut être très clair. Les mineurs en dessous d'un certain âge, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce qu'ils aient accès à un smartphone, à un réseau social, à Internet, quel qu'il soit. C'est même néfaste pour leur développement neurologique, notamment. Donc, clairement, là, c'est retarder le maximum possible pour les parents l'accession à ce type d'outils numériques. Ensuite, pour les adolescents, c'est déjà les accompagner dans l'ouverture de leur réseau social, leur expliquer quels sont les paramétrages à mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Et puis, quand il leur arrive quelque chose, je pense qu'il faut être là, présent, communiquer avec son adolescent, parce qu'encore une fois, les mineurs ont la sensation d'être à l'origine de ce qui leur arrive en termes de pédocriminalité, quand ils sont victimes de grooming ou de sextorsion, alors qu'ils ont fait l'objet en amont de prédation. Ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Il faut impérativement qu'ils en parlent. Et si les parents, les professionnels ou les enfants ont besoin de conseils, il y a ce numéro, le 3018, qui est le numéro national unique. C'est anonyme, confidentiel et ouvert 7 jours sur 7, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour obtenir des informations et pouvoir avoir accès à, par exemple, la suppression d'un contenu, à une orientation judiciaire pour que les services répressifs avec lesquels l'association travaille puissent agir correctement. Si vous aviez un dernier message à faire passer, peut-être aux jeunes qui nous écoutent, aux parents ou aux institutions qui ont aussi un rôle à jouer, quel serait le message? Les institutions, en tout premier lieu, parce que on ne va pas pouvoir endiguer la vague pédocriminelle si les mineurs n'ont pas leur part à jouer. Ils ont besoin d'être acteurs aussi de leur protection. Et donc, des actions de sensibilisation à partir du primaire sont impératives, que ce soit pour les enfants, pour les professionnels au contact de mineurs, qui sont pour la plupart du temps démunis et qui méconnaissent ce qui leur arrive en ligne, les parents, qu'ils s'intéressent un petit peu à ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. 74% des parents ne savent pas sur quel réseau social est leur enfant, ce qu'ils publient, ce qu'ils diffusent. Et enfin, les enfants doivent comprendre qu'à partir du moment où on a une activité numérique en ligne, on est responsable aussi de ce qu'on publie. Et c'est un cercle vertueux à mettre en place de manière à ce qu'on arrête d'être une proie sur Internet quand on est un enfant. On a les moyens d'agir et nous sommes finalement toutes et tous acteurs de cette protection, évidemment, pour le bien-être de nos enfants. Tout à fait. Véronique, merci d'avoir été notre invitée. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Mélanie. Décider sous pression, c'est aussi le quotidien des directeurs cybersécurité, des RSSI, des élus, mais aussi des dirigeants. Alors comment y parvient-on alors même que les cybermenaces s'intensifient ? Comment gérer des situations à haut risque, des situations extrêmes? Ça a été le quotidien de notre invité Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, mais aussi député. Il est avec nous pour revenir sur cette capacité à gérer son sang-froid dans les situations les plus extrêmes.
Cher Jean-Michel, merci beaucoup d'être notre invité. C'est un plaisir de vous accueillir, de vous compter parmi nous. Alors, je l'évoquais, un ancien patron du RAID, vous avez connu aussi le monde de la politique, ancien député. On a envie évidemment de discuter avec vous dans cette gestion de la crise et comment finalement prendre des décisions aussi rapides dans des situations extrêmes. Je parlais des prises d'otages, d'attentats terroristes que vous avez eu à gérer lorsque vous étiez à la tête du RAID. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette lucidité qui est essentielle ? En fait, la décision peut paraître rapide, mais il y a tout le travail avant qui prépare la décision. Et je vous écoutais sur la cyber, c'est un peu pareil. Il y a tout un travail avant, d'abord pour essayer d'éviter la crise. Et quand la crise surgit, on s'y est préparé, on sait comment réagir. Donc ça, la préparation, c'est important. Et la décision est encore plus importante parce que quand vous êtes en face de preneurs d'otages, donc qui risquent la vie des otages, le but c'est de sauver les otages. Le but du RAID, c'est de sauver les otages. Et donc il va falloir intervenir du mieux possible, le plus rapidement possible, mais en prenant en compte la sécurité des otages. Donc ça demande un temps de préparation. Et puis il y a la décision. Et la décision, c'est le chef qui la prend, la décision. C'est le patron du RAID, c'est le chef du RAID qui va prendre la décision. Mais cette décision est préparée auparavant. Mais quand on prend la décision, c'est pas quelque chose de naturel. On sait qu'on est entouré des meilleurs pour faire ça. On a développé une stratégie. Nos experts développent des expertises, donc tout se mélange bien. Mais la décision n'est pas naturelle. La décision, c'est quelque chose de dur. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais la plus mauvaise des décisions pour le chef, ça serait de ne pas prendre de décision du tout. Donc on est obligé de prendre cette décision-là. Et après, on va voir au résultat si c'est bon ou si c'est pas bon, et on en tire le bilan. Se préparer, c'est ce que vous évoquiez avec l'ensemble de vos opérateurs, donc de cette équipe qui fait corps et qui est essentielle à ces unités spécialisées. Il y a cette notion d'anticipation, propre aussi à la cybersécurité, cette coordination qui est essentielle dans le commandement, et puis effectivement la communication, qui sont finalement 3 des piliers des actions à haut risque que vous avez dû conduire. Oui, tout à fait. On se préparait, le fait de travailler avec l'ensemble de ses effectifs, de travailler avec tout le monde, mais se préparer aussi, préparer les effectifs, se préparer avec les effectifs, mais se préparer à l'événement aussi et surtout. Parce que essayer de travailler sur des scénarios particuliers, sachant que se produit toujours, et là on est peut-être là aussi raccord avec la cyber, se produit toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et donc il va falloir à la fois se préparer sur divers scénarios, mais aussi apprendre à réagir aux scénarios dont on n'a pas pensé, mais on a les réflexes et on a un certain nombre de choses. Et donc là c'est un travail vraiment de fond. Et puis la communication elle est importante. La communication elle est partout au RAID. La communication elle est avec ceux avec qui vous travaillez, avec vos opérateurs. Il va falloir que le commandement, c'est-à-dire le patron du RAID, arrive à communiquer avec ses acteurs. Il faut que les acteurs, la communication elle est aussi montante. Il faut que les acteurs, en cas de problématique particulière, etc., fassent remonter la problématique pour pouvoir y remédier au niveau du commandement. Ça, c'est important. Et puis le commandement, la communication, elle se fait aussi avec les politiques qui vont prendre la décision, le ministre de l'Intérieur en l'occurrence. Donc vous devez avoir une communication fluide avec eux. Et vous êtes préparé à ça. Et bon, pour ça, il faut connaître votre ministre aussi, il faut connaître votre directeur général. Et puis la communication, elle se fait aussi avec ceux qui sont en face de vous, avec ceux qui essayent de prendre les gens en otage, qui les prennent en otage et qui essayent de revendiquer des choses. Donc il va falloir travailler. Alors ça dépend de la prise d'otage. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a un problème psychologique grave, et il y en a beaucoup par an en France, le RAID traite beaucoup d'affaires comme ça, il va falloir négocier pour ces individus-là. Et négocier, c'est aussi de la communication. Donc la communication, elle est partout. Et là aussi, on rejoint le monde de la cyber. La communication avant la crise, la communication pendant la crise, et aussi, surtout, la communication après la crise. La communication entre nous, en faisant un retour d'expérience, et la communication avec les médias qui sont porteurs de voix, et pour lesquels il faut travailler pour pouvoir
à la prochaine crise, préparer le terrain déjà. Se préparer et puis cette communication, ce que vous évoquiez aussi, ces actes réflexes que vous arrivez à acquérir finalement, passe par un entraînement physique mais aussi psychologique, émotionnel qui est très fort, notamment pour parvenir à maîtriser cette gestion du stress et puis garder son sang-froid dans des situations extrêmes. Encore une fois, quels seraient les enseignements, ce que vous pourriez partager avec les dirigeants qui nous regardent et qui peuvent être amenés à gérer des situations qui sont de crise aussi? Alors, ce qu'il faut savoir, et ne pas s'en étonner, c'est que quand on est face à une crise, et le RAID, pareillement que tous les autres, on est face à une situation qui échappe un peu à tout le monde et une situation de panique généralisée avec des gens qui courent partout, des informations qui arrivent de partout, etc. Je pense qu'en cyber, enfin je pense pas, j'en suis quasiment sûr, c'est un peu la même chose. À partir du moment où vous êtes fait hacker, où vous avez plus de data sur vos PC, c'est une panique généralisée. Donc c'est là où interviennent les experts et ils sont experts non pas parce qu'ils sont au-dessus de tout le monde, mais parce qu'ils sont formés pour ça, mais aussi parce qu'ils arrivent à intégrer un espèce de sang-froid qui est dû, non pas à leur caractère, certes sans doute à leur caractère, mais qui est dû à leur pratique et à leur entraînement. Et nous, les entraînements au RAID, il y a beaucoup d'entraînements, on appelle ça des drills, on en fait énormément, et on essaye d'injecter dans les entraînements des situations non conformes, pour voir comment nos opérateurs réagissent sur des situations non conformes. Donc cette situation de panique généralisée, elle existe. La problématique, c'est d'essayer de récupérer la situation le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut résister à la pression. Surtout quand vous êtes chef, surtout quand vous êtes chef du RAID, mais responsable d'une opération, par exemple, sur la cyber. Vous devez résister à la pression. Et la pression, quelle est-elle ? La pression, elle peut être politique. Celui qui votre donneur d'ordre va vous dire il faut aller plus vite, plein de trucs. En cyber, ça existe aussi. Les gens qui sont hackés des informations vont faire appel à des spécialistes et voudront que ces spécialistes remettent les choses dans les 5 minutes ça n'est pas possible. Donc il faut, vous, responsable de l'opération, résister à cette pression-là. Cette pression, quand vous êtes chef ou responsable d'une opération, la pression, vous la récupérez et surtout, vous la retransmettez pas à vos opérateurs. Vous essayez de la retransmettre en confiance. La pression doit se transformer en confiance, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Si vous aviez un dernier message à partager, peut-être un conseil que vous pourriez partager avec celles et ceux qui nous regardent, le bénéfice de toutes ces années passées au sein de la police nationale, à la tête du RAID et puis aussi dans le monde politique. Moi, le conseil, c'est toujours d'avoir une vision d'avance. Essayer dans son domaine particulier, ça vaut pour tous les domaines, essayer d'avoir une vision d'avenir, savoir comment les choses vont évoluer. Les chefs d'entreprise, c'est important pour eux, pour avoir un peu d'avance sur les autres, savoir comment les choses vont évoluer. C'est important aussi pour les politiques. On aimerait que nos politiques aient quand même une vision d'avance, on aimerait. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Il y en a qui l'ont eu maintenant. Bon. Et donc, on essaie d'avoir une vision d'avance pour pouvoir visiblement se préparer à une crise. Et on sait que la crise va arriver. De toute façon, dans ce monde moderne, on va de crise en crise. Et donc, il va falloir travailler sur l'avenir avec cette vision d'avance. Et donc, la posture aussi du dirigeant qui doit embarquer l'ensemble de ses collaborateurs pour aller donc vers le temps long. Tout à fait. Et c'est essentiellement une posture de courage. On doit affronter les problèmes, on doit savoir qu'on va avoir des problèmes, on ne doit surtout pas être dans le déni, et il faut les affronter. Jean-Michel Fauvergue, merci d'avoir été notre invité. Quel immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur cette émission. Mélanie, merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être interviewé par vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié ces 70 minutes avec nos invités. Je pense qu'ils nous rejoignent pour cette fin d'émission. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous, nos invités, pour cette première émission. Sachez évidemment que l'équipe est déjà en préparation de la prochaine émission qui se tiendra à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus, mais elle devrait, je n'en doute pas, vous plaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.